Mathias Leboeuf, bonjour. Vous avez Merci. publié chez Très Daniel Petit traité de la lenteur à l'usage des gens pressés. Alors, dans le chapitre Résistance, vous écrivez, on peut considérer que les actes lents sont des actes de résistance. Ma question, c'est résistance à quoi? Et résistance à quoi? Bah, c'est une résistance à la rapidité. Et pourquoi c'est une résistance à la rapidité? Parce que on vit dans un monde qui est de plus en plus rapide, on vit dans une urgence permanente. Cette rapidité est devenue une sorte d'injonction permanente à répondre d'ailleurs à un certain nombre de choses. Et cette injonction, elle vient souvent de l'extérieur. Donc la lenteur est une résistance à la rapidité ou à une rapidité qu'on nous impose et qu'on nous impose de l'extérieur. C'est-à-dire que c'est une résistance à un mouvement qui nous est pas propre, qui nous est pas immanent et qui justement est un mouvement auquel on doit s'adapter souvent contre notre gré, puisque on est comment dire enclin. Il y a une sorte d'injonction permanente à la rapidité qui ne nous correspond pas forcément. Alors, ça peut prendre plein de formes différentes, mais l'exemple comment dire, basique et le plus commun et le plus quotidien, c'est, vous savez, les messages sur les messageries, tu réponds pas, on voit que la personne a lu le message et on lui dit, mais on attend qu'il réponde immédiatement, tout de suite ou maintenant, ou qu'il ou elle d'ailleurs réponde immédiatement. Il y a une injonction à répondre immédiatement à tel ou tel message, à tel ou tel ordre, à tel ou tel. Et forcément, celui qui est lent résiste à cette, comment dire, à cette injonction permanente de devoir de rapidité, en fait. On comprend que vous défendez la liberté. Ma deuxième question, c'est le chapitre Silence de la durée. Vous écrivez une phrase que j'ai trouvée ambiguë que je vais vous demander de nous expliciter. La lenteur, c'est le souvenir de ce qui n'est pas encore arrivé, c'est l'advenir de ce qui n'a pas encore eu lieu. Alors, l'advenir, on comprend, l'advenir de ce qui n'a pas encore eu lieu. Mais la lenteur, c'est se souvenir de ce qui n'est pas encore arrivé. Il faudrait m'expliquer cette ambiguïté. Bah, tout simplement, souvent, ce qui est lent à advenir, c'est ce qui est en gestation et c'est ce qui travaille. Et en fait, dans cette espèce de détestation qu'on a de la lenteur, c'est une détestation de l'être lent, c'est celui qui n'a encore rien délivré, qui n'a pas encore rendu son travail, qui n'a pas rendu, qui n'a pas donné de résultat. Et ce n'est pas pour autant celui qui ne travaille pas, parce que la lenteur peut être le signe d'un travail en gestation ou le symptôme d'un travail en gestation, que ce soit un travail psychologique, que ce soit un travail d'ailleurs tout à fait manuel, que ce soit un travail d'écriture, que ce soit très bien. Et quand je dis que la lenteur, c'est se souvenir de ce qui n'est pas encore arrivé, c'est justement se souvenir que il y a quelque chose qui travaille et qui n'a pas encore été délivré, qui est en gestation et, euh, et qui, justement, n'est pas encore à terme, entre guillemets. La lenteur, c'est quelque chose qui est en puissance. Si on reprend comment dire, des catégories philosophiques de la puissance et de l'acte, on ne sait pas ce qui va advenir. Alors, D'accord. se souvenir de ce qui n'est pas encore arrivé, bien évidemment, c'est une forme de paradoxe. C'était pour marquer que l'être lent, ce n'est pas celui qui fait rien, qui est paresseux ou qui ne travaille pas, justement. Bien au contraire, il y a des tas d'activités, et notamment l'activité de la pensée, l'activité de l'écriture. Pour moi, l'activité de la lecture, parce que je suis un lecteur lent et je me suis longtemps flagellé d'être un lecteur lent. Mais il faut se souvenir, justement, que ce qui n'est pas encore arrivé, c'est-à-dire le résultat, peut être en process, justement. Oui. Et l'être Je, lent, c'est souvent un être qui est en process. je comprends que, en fait, ce souvenir, c'est la maturation. Exactement, c'est ça. Se souvenir, c'est la maturation. C'était un clin d'œil aussi à comment dire Milan Kundera, puisque Milan Kundera a écrit comment dire un ouvrage. Le premier ouvrage que Milan Kundera écrit en français, ça s'appelle La lenteur, et il lit
la question de la lenteur avec à la fois la question du désir et la question de la mémoire. Et il y avait ce petit clin d'œil à Ok, Kundera, dont ok. je parle d'ailleurs dans le petit traité, sur justement ce souvenir de ce qui n'est pas encore arrivé. On va reparler un peu plus tard de Kundera. Ma Très troisième bien. question, c'est le chapitre Adagio. Alors, Ah, vous l'avez bien défini, 56 à 76 bits minutes. C'est c'est ça, le rythme du cœur. oui. Et c'est voilà. Et vous l'appliquez au discours. Alors, l'adagio dans le discours, pour vous, c'est quels usages essentiels? Plutôt la solennité ou plutôt la mélancolie? Et quel pourcentage de l'un plutôt que de l'autre? Effectivement, l'adagio est un mouvement lent. C'est pas le plus lent d'ailleurs, mais c'est un mouvement lent et qui peut prêter à la fois la contemplation, la mélancolie, une certaine forme de réflexion. Moi, déjà, ce qui m'a frappé, c'est que euh, effectivement, l'adagio, les tempi de l'adagio correspondaient aux tempi du cœur, ce qui m'a fait écrire que la lenteur a du cœur. Bon, c'est une formule un peu, comment dire, poétique, mais j'ai trouvé ça incroyable. Et notamment, c'est le tempo sur lequel on se sent le plus à l'aise. C'est le tempo qui est censé être le plus agréable. Donc, il y a quelque chose qu'on a perdu. C'est-à-dire, et d'ailleurs, on revient encore à Kundera, c'est-à-dire que Kundera pose cette question, comment se fait-il qu'on ait perdu le plaisir de, de la lenteur? Ah ben, j'ai mon chat qui vient participer à l'interview. Comment se fait-il qu'on a perdu ce plaisir de la lenteur? Et en fait, cette lenteur qui est exécrée dans tous les domaines de la vie, qui est un peu la part maudite aujourd'hui, parce que la lenteur aujourd'hui, c'est devenu quelque chose d'insupportable. On n'arrive pas à, comment dire, à supporter même sa propre lenteur. Le seul endroit où elle est encore considérée comme telle, c'est la musique. La musique accueille la lenteur avec ses mouvements longs et bien évidemment qu'on ne peut pas faire de musique, notamment la grande musique classique, sans des mouvements lents. Cette lenteur, elle est accueillie, elle est reconnue, elle est assumée par la musique et notamment à travers le tempo de l'adagio. Réponse à cette difficulté de l'adagio, c'est vous avez trouvé la procrastination. Et vous avez même mieux trouvé avec John Perry la procrastination structurée. Je me posais Je la vous question, écoute. c'est finalement, est-ce que la procrastination structurée qui dit il faut reporter les tâches les moins importantes, alors que souvent c'est les plus plaisantes, est-ce que c'est pas quelque part une récupération, j'allais dire un biais capitalistique issu de l'idéologie protestante? On ne s'amuse pas en entreprise. Donc l'important c'est au travail. Vous avez totalement raison. Effectivement, moi, j'ai fait un petit chapitre sur la procrastination parce que forcément, quand on remet au lendemain en permanence, le fait de procrastiner, c'est le fait de remettre au lendemain, comment dire, les choses. Et donc, on diffère. Et quand on diffère, on retarde. Et donc, celui qui procrastine a tendance à apparaître lent, même si d'ailleurs la question de la lenteur et la question de la procrastination ne se recoupent pas complètement, parce que finalement, on peut procrastiner et ensuite agir très rapidement et agir dans l'urgence, ce qui est souvent le cas d'ailleurs. Donc, ça m'intéressait de faire un petit chapitre sur la procrastination pour étudier comment la lenteur et la procrastination s'articulaient. Et forcément, je suis passé par John Perry, qui a écrit un livre, un petit livre qui s'appelle La procrastination, l'art de remettre au lendemain. Et vous avez entièrement raison, la limite de John Perry, qui développe un concept de procrastination structurée, c'est le fait de récupérer une forme de lenteur et d'une façon utilitariste. Et vous l'avez très justement remarqué, John Perry est un philosophe américain, utilitariste, et il fait de la lenteur, en tout cas de la procrastination, un outil quasiment d'efficience, quoi. Et ce qui, à mon avis, n'est pas une bonne chose, puisque moi, sur la lenteur, je n'ai pas cherché justement à dire attention, la lenteur, c'est très bien, à récupérer la lenteur pour en faire un outil. Ok. Alors mon avant-dernière question, c'est l'attente, ce chapitre sur l'attente. Ma question, c'est le rôle de l'oubli. Kundera place la vitesse du côté de l'oubli. Kundera euh, place la lenteur à la fois du côté de la mémoire,
et de la mémoire qui travaille, justement, et de la côté du désir, puisqu'il inscrit son analyse du côté des libertins, et les libertins diffèrent en permanence à travers la question du désir, diffèrent l'aboutissement du plaisir. C'est le grand jeu des libertins du XVIIIe siècle. Et la question de l'attente, elle est fondamentale parce qu'on ne supporte plus aujourd'hui d'attendre. L'attente est devenue quelque chose d'insupportable. Pourquoi? Parce qu'on vit dans l'immédiateté permanente et que justement l'attente convoque à la fois non seulement l'attente, mais la mémoire et la question de l'ennui aussi. Quand on attend, qu'est-ce qu'on fait quand on attend? Est-ce qu'on s'ennuie ou est-ce qu'on ne s'ennuie pas? Et là, on retrouve également la question du désir. Moi, je m'ennuie jamais, par exemple, mais parce que j'attends jamais, parce que je suis toujours dans l'immanence même du temps qui passe. Euh, donc, c'est des questions qui sont. Et on retrouve ça aussi chez Beckett, en attendant Godot, hein, dont je parle. Ça a été des textes fondateurs sur la question de l'attente. Et vous savez, sur la lenteur, justement, la lenteur, c'est toujours la lenteur de l'autre. La lenteur qui nous agace, c'est la lenteur de l'autre. C'est Gisèle qui met du temps à marcher, c'est Bernard qui n'arrive pas à l'heure. Voilà. Pourquoi notre lenteur nous agace moins que celle des autres? Tout simplement parce que notre propre lenteur ne nous fait pas attendre. Et du coup, on est beaucoup complaisant avec sa propre lenteur qui ne nous fait pas attendre qu'avec la lenteur des autres qui nous fait attendre. À la fin de votre ouvrage, vous avez fait un recueil en 26 sentences finales. Et parmi ces 26 sentences, est-ce qu'il y en a une, deux ou trois que vous préférez et pourquoi? Et oui, il y en a certaines comment dire, qui me parlent plus que d'autres. Par exemple, être fidèle à la lenteur, c'est ne pas obéir à la rapidité des autres. Ça, Oui. effectivement, ça me paraît, c'est une phrase que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que Et parce la que vous lenteur, êtes un libertaire, parce que je l'explique parce que j'ai compris que vous êtes un libertaire. exactement. Vous pouvez, je préfère que ce soyez vous qui l'affirmiez que moi, mais oui, je me reconnais comme libertaire et je revendique effectivement le fait d'être libertaire. Moi, j'aime beaucoup aussi la lenteur, c'est faire abstraction du temps qui presse pour revenir au temps qui passe. Et ça me paraît extrêmement important parce que savoir apprécier sa lenteur, c'est changer de paradigme, passer du temps qui presse, on est toujours pressé, et être pressé, c'est être oppressé, au temps qui passe, faire passer le temps. On retrouve votre question sur la mémoire et l'oubli, d'ailleurs. Il faut prendre le temps, justement. Savoir être lent, c'est souvent savoir Ok. prendre le temps. Et donc, ça me paraît être fondamental. Merci d'avoir répondu, Mathias, à mes questions. Bravo pour cet Merci ouvrage. infiniment, Jacques. Bravo Merci pour cet beaucoup. ouvrage qui est pour moi une écologie du temps, d'une Ah, certaine manière un choix politique et pourquoi pas une pédagogie du vivant. eh ben, ça me fait infiniment plaisir. Écologie du temps, je fais mienne la formule. Je n'y avais pas pensé. Mais alors, merci de me la prêter. Je l'utiliserai. Merci infiniment. C'est une très jolie formule. À très bientôt.